Bien, bonjour à tous, il est 11h30, on va attaquer. Donc je me présente, je suis Jean-Christophe Elino, je suis directeur du cluster Nouvelle-Aquitaine Open Source qui a organisé il n'y a pas très longtemps le B-Boost à La Rochelle. On a fait de l'open source, on a bien mangé, c'était assez agréable. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette table ronde sur le numérique responsable et l'open source en prenant notamment comme exemple ma région. Et donc la région Nouvelle-Aquitaine qui est engagée maintenant depuis quelques mois dans une politique autour du numérique responsable. Ça va donc être l'objet de cette table ronde et je vais laisser donc l'ensemble des intervenants se présenter avant de démarrer la table ronde. Clémence, peut-être ? Oui, bonjour à tous. Donc Clémence Borezet, moi je représente une société qui s'appelle Citeos, qui œuvre dans le domaine des collectivités publiques. Et notre positionnement, c'est d'être intégrateur, et notamment sur la partie digitale, d'être intégrateur de solutions et de plus en plus de solutions open source. Bonjour, je m'appelle Frédéric Berger, je suis dirigeant de la société Ingefox et on fait de l'open source depuis maintenant 3 ans et on a mis en place un framework qui permet de faire du développement sur mesure pour les entreprises éco-responsables. Bonjour, moi je suis Arnaud Pigné, je suis chargé de mission à la délégation numérique de la région Nouvelle-Aquitaine et je pilote la feuille de route régionale sur le numérique responsable. Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Vallet, chef de projet numérique à la ville et à l'agglo de La Rochelle sur la partie numérique responsable et numérique inclusif. Bien, merci à tous pour ce tour de table. Moi, je voudrais qu'on attaque cette table ronde, si c'est possible, Arnaud. Comme je le disais en introduction, la région Nouvelle-Aquitaine s'est engagée dans une démarche assez forte autour du numérique responsable maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Tout cela en corrélation avec une feuille de route régionale qui s'appelle Néoterra. Écoute, je voudrais que tu nous présentes peut-être en introduction Néoterra et surtout après que tu expliques un petit peu la démarche numérique responsable qui a été mise en place. Donc effectivement, comme vous le savez, les régions ont subi d'importants changements à la fin des quelques années. Et dans ce cadre-là, donc un nouveau schéma régional de développement économique a été voté en 2017 en Nouvelle-Aquitaine, qui définissait un certain nombre d'ambitions de développement économique, notamment sur le volet numérique. En 2019 a été votée par nos élus une feuille de route qui s'appelle Néoterra, qui est une feuille de route qui vise à réaligner l'ensemble des politiques régionales avec les enjeux de transition climatique qu'on connaît tous. C'est sur cette base-là, concrètement, que nous, on s'est appuyé pour pouvoir effectivement proposer à nos élus d'aller encore plus loin et de matérialiser davantage l'ensemble de ces initiatives-là, notamment à travers la politique d'accompagnement à la transformation numérique qu'on mettait en place, puisque, comme j'imagine beaucoup de régions aujourd'hui, on accompagne massivement les collectivités et les entreprises de notre territoire dans leurs projets de transformation numérique. Et donc l'objectif, assez rapidement, était de se dire, je vais enlever le masque juste pour parler, de se dire comment on réconcilie l'ensemble de ces sujets-là. Et donc du coup, effectivement, en 2020, début 2020, dans un contexte préélectoral avec des enjeux assez forts au niveau régional pour nous, des enjeux politiques, c'est-à-dire qu'il y avait des enjeux de coalition politique au niveau régional. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on s'est dit qu'on avait une opportunité pour pouvoir proposer une feuille de route régionale sur le numérique responsable. On l'a co-construite avec les acteurs de la région. La volonté pour nous était claire de pouvoir se dire que ce n'était pas une commande politique, ce n'était pas une feuille de route politique, mais que c'était vraiment une feuille de route des acteurs de la région, puisqu'on a la chance en Nouvelle-Aquitaine, sur cette thématique-là du numérique responsable, d'avoir un certain nombre d'acteurs qui sont référents, et le plus illustre d'entre eux étant l'Institut du numérique responsable, qui est basé à La Rochelle. Et puis on a également la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir une agglomération qui, je pense, à l'échelle régionale, mais globalement à l'échelle nationale, est quand même très en avance sur des démarches de décarbonation de son territoire et sur des projets de stratégie territoriale numérique responsable, avec l'agglomération de La Rochelle, sur laquelle reviendra Jérôme. Du coup, effectivement, on a en quelques mois monté une équipe projet autour de cette démarche-là, et puis avec notamment les principaux acteurs du numérique sur le territoire, pour pouvoir proposer à nos élus une feuille de route qui a été votée en octobre 2020. Cette feuille de route-là, pour la simplifier un peu, on a proposé de la structurer autour de 3 axes essentiellement.
Un premier axe qui est le changement des usages numériques. Une région a des prérogatives assez vastes et assez concrètes dans la vie quotidienne des gens, que ce soit à la fois en matière de transport, à la fois en matière d'éducation, puisque les régions, pour ceux qui ne le savent pas, pilotent notamment, administrent, disons plutôt raisonnablement, les lycées, donc une cible privilégiée aujourd'hui en matière d'usage et qui est aussi un vecteur de profond changement des usages numériques. Et donc, il y a tout un volet de notre politique régionale aujourd'hui qui consiste à accompagner l'évolution des usages. On est en train de publier une série de podcasts pour les ados, pour les sensibiliser aux enjeux du numérique responsable. Qu'est-ce que ça coûte ? Qu'est-ce que ça nous coûte de renouveler son téléphone tous les 2 ans ? Qu'est-ce que ça nous coûte de passer des heures devant du flux vidéo, et globalement comment on apprend à mieux maîtriser à la fois son implication, le regard avec les autres, et globalement comment faire sens ensemble avec ce monde numérique-là qui change quand même profondément les modèles sociétaux et les modèles individuels. On a un deuxième axe qui est autour des territoires numériques responsables. L'idée pour nous, c'est d'être exemplaire, entre guillemets, c'est-à-dire c'est de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on propose aux autres de faire, c'est-à-dire d'engager à la fois la région comme collectivité. Une région, c'est, comme la Nouvelle-Aquitaine, c'est plus de 8000 salariés, donc c'est une organisation de très grande taille quand même, qui a beaucoup comme je vous le disais, beaucoup de prérogatives. Et puis d'engager également les collectivités de notre territoire. Donc il y a aujourd'hui La Rochelle qui est clairement à la pointe sur le sujet, mais on a l'agglomération de Limoges qui est en train de s'engager, on a l'agglomération de Bordeaux aussi qui est en train de s'engager dans une stratégie territoriale numérique responsable, l'agglomération de Pays Basque, et puis on a plusieurs grandes villes comme Poitiers ou Niort qui sont en train de basculer dans cette démarche-là, bien conscients des enjeux aujourd'hui écologiques que représente le numérique et surtout des opportunités que représente en termes sociétaux et environnementaux le basculement vers des stratégies numériques responsables. Le dernier pilier, c'est vraiment je pense ce qui fait la caractéristique forte de notre région, c'est d'accélérer sur le volet de développement économique. Une région, aujourd'hui, les régions sont celles qui ont la prérogative en matière de développement économique des territoires. Et donc pour nous, à travers cette prérogative-là, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à générer une filière économique autour d'un numérique qui soit différent, convaincu, ou en tout cas porteur de cette conviction que si on n'arrive pas à générer de la valeur économique autour de ces nouveaux modèles de transition, on n'arrivera pas à engager les acteurs. Et donc on cherche vraiment à constituer tout un tas de bonnes raisons pour donner aux entreprises, qui sont aujourd'hui des grosses acheteuses de services numériques, aux collectivités, qui sont aussi des gros consommateurs de services numériques, et puis également à l'ensemble du secteur numérique de la région, de monter en compétences pour pouvoir réunir tout ça et générer progressivement des nouvelles activités de transformation numérique responsables. Et les régions, en tout cas, c'est là aussi une des convictions qu'on porte sur cette transition-là, c'est que les régions sont finalement, par les outils dont elles disposent, et notamment des outils importants en matière de subventions. Une région aujourd'hui, sur le volet de transformation numérique, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros par an qu'on injecte dans nos entreprises et nos collectivités pour les accompagner dans leurs projets. Et donc, c'est de mettre en place également aujourd'hui tous les outils. Donc, on est en train de préparer un nouveau schéma régional de développement dans lequel on va mettre en place des outils de financement très incitatifs pour vraiment privilégier et accompagner l'ensemble des acteurs du territoire sur des projets de transformation numérique. Merci Arnaud. Moi, je suis quand même interrogatif. On est aujourd'hui à l'Open Source Experience. Que fait le numérique responsable sur une manifestation liée à l'open source, justement ? Moi, ça me semble une évidence que je vais essayer de tenter d'expliquer, mais c'est de dire qu'aujourd'hui, effectivement, la question du numérique, je pense que du numérique responsable, je vous l'apprends pas, c'est à la fois et avant tout, malgré tout quand même, les équipements, la problématique majeure aujourd'hui. Quasiment 40 à 45% du fardeau écologique du numérique est porté par ces équipements, avec 60 à 70% qui est lié exclusivement à la phase de production de ces équipements-là. Donc c'est clairement aujourd'hui un des enjeux majeurs sur lesquels on a néanmoins très peu d'effets de levier. Mais les deux autres axes du numérique responsable sont effectivement les réseaux et les logiciels. Sur les réseaux, à l'échelle régionale, on a une politique très ambitieuse en matière de développement d'infrastructures de très haut débit. Convaincu aussi que le très haut débit et les technologies Wi-Fi, quelque part, peuvent être des éléments de substitution à la technologie, aux technologies mobiles, et donc de pouvoir, de ce point de vue-là, apporter des éléments de réponse. Et puis sur le volet logiciel, très clairement aujourd'hui, le volet logiciel,
Il y a des sujets d'éco-conception numérique, mais le numérique, l'open source, pour le coup, dans sa dimension déjà philosophique, voire politique, qui est de se dire, qui est l'idée derrière l'open source, qui est de la création de communs, et en l'occurrence de communs numériques. Et cette démarche-là de création de communs, avec une forme de factorisation des logiciels qui sont développés et de tout ce que ça peut aller derrière, on est convaincu que ça fait nécessairement partie des outils qui vont nous aider à pouvoir dépasser cet enjeu-là, ou en tout cas alléger les logiciels, rationaliser sans doute le parc de logiciels aujourd'hui, et puis favoriser la collaboration entre l'ensemble des individus pour pouvoir se disposer collectivement d'une ressource qui aujourd'hui, je pense que tout le monde en a conscience, qui devient une ressource collective, une ressource critique pour nos sociétés. Sans le numérique, il n'y a plus de continuité scolaire, il n'y a plus de continuité des entreprises, il n'y a plus de continuité de l'administration. Donc le numérique est un bien commun, et l'open source est clairement aujourd'hui, je trouve, je le trouve, il n'y a pas que moi en l'occurrence, mais l'open source est très clairement cette dimension commune qui est nécessaire pour pouvoir faciliter cette transition logicielle notamment. Voilà, effectivement, pour compléter ce que tu indiques, vous êtes dans une région qui a, depuis le début des années 2000, un chargé de mission logiciel libre, à la région Nouvelle-Aquitaine, qui promeut depuis très très longtemps effectivement cette filière. Ça a commencé en 2000 avec l'organisation des rencontres mondiales du logiciel libre, et donc une partie de développement économique à partir de 2012 avec l'arrivée d'Akinetic Now. On a beaucoup parlé, merci Arnaud, on a beaucoup parlé de La Rochelle, et de La Rochelle comme d'un territoire exemplaire. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à raconter autour de l'INR, l'Institut du numérique responsable, mais aussi autour du projet LRTZC que je vais te laisser présenter, La Rochelle, territoire zéro carbone. Jérôme, c'est à toi. Oui, donc on est exemplaire, on essaye. C'est bon, on va faire plus modeste. Donc moi j'appartiens à une entité qui s'appelle la Direction de la transformation numérique, qui a été créée au 1er janvier 2019. Et dans notre feuille de mission, donc il y a le numérique responsable, le numérique inclusif, éducatif, accessibilité numérique. Ce qu'on a souhaité mettre en place dès le début, c'est des outils de sensibilisation. C'est de faire comprendre ce que c'est que le numérique responsable. Donc, faire comprendre, c'est à qui? Aux agents, aux élus, à toute notre direction, pour promouvoir ce numérique responsable et ce numérique autrement. En quoi ça peut être intéressant, ça peut être attractif de faire un numérique, mais différemment. Et de tous les impacts environnementaux, sociétaux, sociaux que peut avoir le numérique. Donc, le numérique. J'ai toujours un côté schizophrène, excusez-moi, je suis chef de projet numérique, mais il y a un côté bon et un côté qui est peut-être un peu moins bon dans le numérique. Donc c'est de faire comprendre l'ensemble des avantages et peut-être des inconvénients du numérique. Donc ça, c'est de sensibiliser. C'était vraiment notre premier objectif, c'est de faire comprendre. Donc c'est des actions, c'est aussi la signature de la charte numérique responsable, de l'Institut du numérique responsable. Donc comme ça a été dit, l'INR a son siège à La Rochelle Université. Donc on est très très liés entre l'agglo de La Rochelle et l'INR. Donc on a signé cette charte qui vraiment permettait d'engager l'agglomération, la ville, l'université, le grand port et Atlantec, notre secteur bas carbone industriel, dans une démarche de dire oui, on veut faire un numérique, on fait un numérique, mais on va essayer de le faire un numérique autrement. Donc ça, c'est la signature de cette charte. Puis après, on a intégré aussi l'INR, donc dans le secteur public, donc l'ensemble des collectivités et des ministères œuvrent dans ce collège secteur public où c'est un partage de connaissances et on a, grâce à l'INR, quelques livrables intéressants, évidemment, ce qu'on travaille en amont là-dessus, comme le guide d'achat numérique responsable, comme les guides d'éco-conception, etc., qui ont été repris ensuite par la DINUM. Et on a aussi travaillé sur le label NR repris par l'agence Lucie, ou le MOOC aussi, que je vous conseille, académie-nr.org, où là, ce sont des MOOC de sensibilisation, deux MOOC, un MOOC de 30 minutes et un MOOC de 4 ou 5 heures complet sur le numérique responsable. Tout le monde peut y avoir accès, c'est gratuit, etc. Donc l'agglo de La Rochelle a beaucoup participé à cette conception, cette création de ce MOOC-là. Donc, le but du jeu, c'était vraiment de faire comprendre. C'était la première étape qu'on a voulu engager. Voilà, très bien. Maintenant, on est dans la phase mesure, qui n'est pas simple avec le numérique, c'est-à-dire avoir des données
qui sont actés par tout le monde. Donc évidemment, on se base sur toutes les données ADEME. Donc la mesure, c'est quoi? On utilise l'outil Winner, W-E-N-R, donc de l'INR. Donc un outil libre, vous pouvez télécharger, etc. Vous pouvez manipuler cet outil-là, pas de problème. Et on utilise aussi le bilan carbone des services numériques, donc de l'association ABC. Donc bilan carbone des services numériques de la ville de ville et de l'agglomération. Et là, on est en train de les faire. Voilà. Donc on n'a pas encore les résultats, mais on est en train de faire ça. Donc on essaie de comprendre, faire comprendre. On mesure, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est, faire un T0. Voilà, et à quoi sert de faire ça? C'est-à-dire de où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, et des différents scénarios, où est-ce qu'on veut aller, pouvoir se mesurer et dire j'espère faire tant pourcentage de gaz à effet de serre, eau, etc., etc. Donc où est-ce qu'on veut aller et essayer se comparer, se benchmarker par rapport à d'autres collectivités pour savoir où on se situe. Voilà, donc ça c'est la mesure. Et une fois qu'on a mesuré, évidemment, il y a un plan d'action qui va en découler, et donc de décider, de dire une feuille de route, une stratégie. Voilà où est-ce qu'on souhaite aller. Et évidemment, cette stratégie sera toujours en lien avec ce avec Neoterra, avec ce qu'a fait la région. Voilà, toujours en lien avec les autres collectivités. Donc ça, c'est pour toute la partie numérique responsable. Ensuite, on a un gros projet à La Rochelle qui s'appelle La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Faire court, neutralité carbone 2040. Voilà. Pour faire ça, il y a plein d'axes. Il y a la mobilité, il y a les bâtiments, il y a le carbone bleu, il y a la sensibilisation, conscientisation des citoyens, etc. Et il y a une partie qui s'appelle la partie data, la partie données. Pourquoi? Parce que c'est bien de dire qu'on va être neutre carbone en 2040, mais il faut savoir d'où on part et où on va. Pour ça, il faut une plateforme ou une méta-plateforme de données qui puisse agréger l'ensemble des indicateurs et aussi répondre à des cas d'usage, de la mobilité, de carbone bleu, qui ont besoin d'un outil numérique pour faire des analyses, de l'IoT, etc. Donc ils vont s'appuyer sur notre plateforme de données, cette méta-plateforme de données qu'on est en train de construire. Voilà, donc là, les acteurs qui vont créer cette méta-plateforme de données ont été donc déterminés comme Citeos, OnePoint, Causal IoT et d'autres. Voilà, je ne vais pas tous les citer, Metapolis aussi, je crois. Voilà, donc ils vont créer cette plateforme de données. Le but du jeu de cette plateforme, c'est qu'elle soit éco-conçue, c'est mieux, et donc open source, basée sur Apache 2.0, et donc éco-conçue, et on s'appuie, entre autres, sur la fac éco-conception, c'est-à-dire de dire cette plateforme-là respecte la méthodologie d'éco-conception. Okay, c'est au niveau de la méthodologie. La fac ne dit pas le produit éco-conçu, mais la méthodologie est respectée pour éco-concevoir ce produit-là. Donc le but du jeu, c'est de tendre vers l'exemplarité, de dire, voilà, on prône des choses, on essaye de les faire. Et voilà, avec LRTZC, la plateforme de données de La Rochelle Territoire Zéro Carbone, on va essayer d'aller là-dedans vers l'open source. Et l'open source et l'éco-conception. Merci Jérôme. Donc on vient d'avoir le point de vue d'une région, d'une agglo sur le territoire qui est motrice effectivement sur la thématique du numérique responsable et de l'open source. J'aimerais maintenant qu'on passe un petit peu du côté entreprise et qu'on passe la parole à Frédéric. Frédéric, il est directeur technique dans une société qui s'appelle Ingefox à Bordeaux et il s'est présenté rapidement tout à l'heure. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi vous êtes engagé dans cette démarche et un petit peu la vision que tu en as et les premiers retours d'expérience? Absolument. Alors, moi, je fais de l'informatique depuis 2004, donc ça va bientôt faire ça fait plus de 15 ans maintenant. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on fait de l'éco-conception chez Ingefox aujourd'hui? La petite histoire, c'est parce que j'ai fait de la lessive un jour. C'est-à-dire que ma femme voulait faire sa propre lessive et je me demandais bien pourquoi, et c'était par rapport à ça. Elle voulait améliorer l'impact qu'on avait. C'est un réflexe un peu bobo, mais voilà. Et je me suis demandé, ok, moi je fais ça chez moi, mais comment ça se passe au niveau de l'informatique? Donc je suis allé sur Google et j'ai tapé informatique, écologie.
Et là, donc c'était il y a un peu plus de 2 ans, et là, je commençais à m'informer avec les informations de l'ADEME, le Green IT, etc. Et en voyant tout ça, je me suis dit, OK, maintenant, moi, je suis éditeur de logiciels, je fais des logiciels pour des entreprises, on les fait sur mesure, donc c'est des logiciels qui sont énormément utilisés, c'est-à-dire que tous les jours, on a des gens qui cliquent, et ça utilise le réseau, et donc, le fait de faire des logiciels, ça a un réel impact. Nos logiciels, surtout, sont vraiment utilisés au quotidien. Donc, comment je fais, moi, en tant qu'éditeur de logiciels, pour déjà arriver à mesurer l'impact de mes logiciels, et puis pour arriver à diminuer au niveau écologique les impacts qu'on a. Et comment est-ce qu'on fait ? Donc, une fois qu'on est arrivé à cette conclusion, j'en parle à mon associé, et puis on décide de passer à l'éco-conception. C'est-à-dire qu'on utilise un framework. J'imagine que vous savez ce que c'est. Ça nous permet, nous, d'aller plus vite, d'avoir des librairies qui sont déjà disponibles pour pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut en termes de logiciels. Et donc, il a fallu qu'on développe 2 phases, en fait. Ça s'est fait en 2 phases, c'est-à-dire il a fallu lancer la chose du côté technique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que notre framework évolue du côté technique pour qu'il devienne éco-conçu. Et après, il y a la partie commerciale. Comment est-ce qu'on va vendre ça à nos clients ? Dans la partie technique, c'est pas trop un problème. C'est-à-dire que pour faire ce basculement-là, c'est assez facile quand on connaît les développeurs. Un développeur, c'est ce que je disais à Arnaud tout à l'heure, pour lui promettre une montagne d'argent, c'est pas ça vraiment qui va le motiver, c'est plutôt le défi. Donc, la bonne idée que j'ai eue, si j'en ai eu une bonne un jour, c'était celle-là, c'est-à-dire qu'on a des règles de codage, et la première règle de codage qu'on a mis en place, c'est entre plusieurs solutions, on prend toujours la solution la plus éco-conçue. Et en fait, c'est ça qui a fait accepter à l'équipe de dev le fait de basculer dans l'éco-conception. C'est-à-dire que la première fois, un développeur est arrivé, il m'a proposé une solution, je lui ai dit non, fais pas celle-là parce qu'elle ne correspond pas à la règle 0. Tu fais des allers-retours, tu fais trop d'allers-retours entre le client et le serveur. Donc, propose-moi autre chose. Et à partir de ce moment-là, pour eux, maintenant, c'est un défi. Au début, c'était un défi, puis maintenant, c'est un jeu. C'est arriver à penser les choses pour que ce soit éco-conçu. Donc, le côté technique, c'est comme ça qu'on l'a fait évoluer. Et petit à petit, en fait, notre framework, on l'a fait évoluer dans ce sens. On a modifié nos librairies, on a modifié nos algorithmes pour réfléchir en termes d'éco-conception. Ensuite, on est passé au côté commercial. Comment est-ce qu'on vend ça à nos clients ? Et donc, mon associé, qui est le commercial de l'entreprise, me dit, voilà, il me faut des arguments. OK, alors je lui dis, des arguments, OK. En fait, si on faisait des jeux vidéo, par exemple, sur un téléphone portable, on gagnerait 25% de batterie. C'est-à-dire, au lieu de jouer 1 heure, on peut jouer 1 heure et quart en faisant de l'éco-conception. Ouais, mais c'est pas ça que moi je cherche. Moi, je parle à des dirigeants qui ont besoin de logiciels. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un équivalent monétaire. Et en fait, étant donné que l'éco-conception, une grosse partie de l'éco-conception repose sur la quantité de données qui traversent un réseau et l'utilisation du processeur de chacune des machines, en fait, en France, le réseau, c'est... je parle pour les TPE en général, vous prenez un abonnement chez Orange, chez SFR ou ailleurs, et du coup, vous êtes au forfait. Donc, la quantité de data, ils s'en fichent. La consommation au niveau des PC, voilà, vous mettez un PC, vous mettez un chauffage à côté. En fait, c'est l'économie est négligeable. Donc, à l'heure actuelle, moi, j'ai pas trouvé encore de vrais arguments commerciaux pour passer à l'éco-conception, si ce n'est que de la même façon qu'on fait progresser les acquis sociaux, par exemple, on peut mettre ça sur le même plan. C'est aujourd'hui, dans mon entreprise, comment je veux que les logiciels que j'utilise tous les jours correspondent à ma façon de penser et à ce que tout le monde essaye de faire, c'est-à-dire de l'écologie, quelque part. Voilà, donc pour l'instant, on en est là et on a le framework qui avance. Merci Frédéric. Donc on a vu la région, on a vu l'agglo de La Rochelle, on a vu une jeune entreprise donc basée sur Bordeaux avec son framework que je vous invite à aller voir, Red Fox.
Et une fois qu'on a dit ça, moi, qu'on a trouvé intéressant dans cette table ronde, c'est aussi d'avoir le point de vue d'un industriel. Cet industriel est représenté par madame. Moi, j'aimerais bien savoir aujourd'hui comment le numérique responsable, comment l'open source lié au numérique responsable, il est perçu chez toi, et en l'occurrence Citeos, Groupe Vinci. Oui. Alors, je vais faire un petit détour sans parler vraiment du numérique, je vais parler du hardware. En fait, Citeos, c'est 70 entreprises qui travaillent pour les collectivités publiques. Et le cœur du business, c'est avant tout de proposer des solutions pour faire des économies d'énergie sur un parc d'infrastructures qui sont des infrastructures urbaines qui traitent de l'éclairage, de la signalisation lumineuse, des bornes d'accès. Donc, nous, notre métier, c'est de déployer des nouveaux équipements. Mais en fait, on prend conscience progressivement, et en fait, le projet de La Rochelle et la façon dont il a été formulé par un acteur public nous motive à penser différemment des offres. Qu'aujourd'hui, quand il s'agit de répondre à un marché pour faire des économies d'énergie, souvent, le passage, il est simple, c'est on remplace l'équipement et on met de la LED. C'est ce que vous faites chez vous, en fait. Tout le monde fait ça. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que remplacer l'équipement, le fournisseur, il ne nous propose pas, en fait, juste le remplacement de la lampe. Il faut remplacer le mât, il faut remplacer, du coup, le câble d'alimentation, il faut ouvrir la tranchée, etc., etc. Et donc, en fait, c'est pour ça que je dis que je fais un petit détour par le hardware, c'est qu'avant tout, un acteur comme Citeos, c'est de prendre conscience qu'en fait, on a la capacité, nous, de proposer des offres alternatives et de faire un peu ce lobbying amont avec des fournisseurs de matériel pour qu'ils nous proposent des solutions alternatives de remplacement de ce qu'on appelle la gamelle, qui est juste l'endroit où on héberge la source lumineuse, et de ne pas remplacer l'intégralité du mât. Et effectivement, je voulais juste faire ce détour parce que le matériel, c'est quand même quelque chose qui pèse lourd dans ce qu'on appelle effectivement cette thématique du numérique responsable. Il faut être très pragmatique. On va effectivement optimiser le nombre de clics qu'on va avoir sur les applications, et c'est l'objet notamment du travail avec l'AFAC sur la plateforme La Rochelle Territoires Zéro Carbone. Mais il faut aussi que, par la prise de conscience des acteurs du numérique, on vienne l'infuser dans des intégrateurs hardware. Et Citeos en est un parmi d'autres grands groupes qui font ce type de thématique-là. Concernant du coup La Rochelle Territoires Zéro Carbone, donc Citeos, on va œuvrer sur une partie de ce projet, sur la mise en place de la plateforme de données. On va se faire accompagner par des experts externes qui vont nous accompagner justement dans cette certification. Donc l'objectif, c'est de se faire certifier à un niveau exemplaire pour la plateforme, et du coup on en profite pour faire une évaluation au niveau de l'entreprise Citeos sur à quel niveau serait-on vis-à-vis de nos projets éco-conception. Vis-à-vis de la conception logicielle et du coup de l'open source, si j'y arrive, effectivement c'est un tournant, c'est-à-dire que on a toujours travaillé en fait sur des technologies qui étaient disponibles, et on travaille pas vraiment avec des éditeurs fermés, mais on est plutôt dans le domaine de l'inner source, c'est-à-dire qu'on a toujours eu cette philosophie de livrer nos codes, de faire la réversibilité, mais pas forcément sur la place publique. Et là, l'objectif, c'est effectivement de prendre ce tournant-là, de l'assumer, et du coup de se faire accompagner par plein d'acteurs, et notamment sur le projet de La Rochelle Territoires Zéro Carbone, travailler en relation avec l'INR, donc, qui, lui, a effectivement cette méthodologie d'évaluation au niveau des machines, au niveau des appels aux machines, de la capacité de celles-ci, est-ce qu'on est bien dimensionné par rapport aux besoins. Nous, ce qu'on amène, c'est aussi l'ingénierie d'analyse du besoin dans la construction des applicatifs logiciels. Comme tu le disais, Frédéric, c'était finalement quelle est la fraîcheur de la donnée qu'on a besoin dans tel ou tel IHM. Est-ce qu'on a besoin d'une réactivité, c'est-à-dire à chaque zoom sur une carto, est-ce qu'il faut réactiver l'intégralité des données, ou est-ce que finalement l'expérience utilisateur, elle est de sélectionner tout un ensemble de critères, et après d'aller appeler ce qu'on appelle le back-office, qui lui va faire tourner nos serveurs, qui va faire du coup consommer de l'énergie, etc., etc. Donc voilà, nous on se fait l'ingénieuriste en fait de tous ces processus-là, et on se fait accompagner notamment via cette certification pour réussir effectivement à passer ce cap de la montée à l'échelle.
D'accord, donc si je comprends bien, vous allez développer une bonne partie de la plateforme, le tout en code ouvert, donc sous licence Apache 2, et avec un objectif de réutilisation dans d'autres collectivités. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, totalement, ouais. Bon, je pense oui, on peut le dire comme ça. Le but du jeu, c'est vraiment de partager un code ouvert, que d'autres territoires puissent prendre notre code. Voilà, c'est vraiment ce but de commun aussi. Donc là, on est toujours dans ces mêmes notions-là de philosophie, comme disait Arnaud. Donc le numérique responsable, l'open source, le commun numérique. Voilà. Après, c'est un objectif pour lier open source et numérique responsable de mutualisation. C'est-à-dire que on réinvente pas la roue à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que ce que nous, on peut avancer sur la plateforme, donc avec Citeos, sur notre code, on va pouvoir l'offrir à d'autres territoires qui peuvent le prendre. Voilà, et comme ça, on peut mutualiser. On n'est pas, et donc on peut aussi co-construire avec d'autres territoires qui pourront innover aussi. Donc ce qui est bien, c'est de l'innovation ouverte. L'open source est vraiment lié à cette notion d'innovation ouverte. Pourront l'améliorer et nous, on pourra aussi l'intégrer dans notre plateforme. Donc voilà, c'est vraiment le but du jeu, c'est de co-construire avec d'autres acteurs pour pouvoir avoir une meilleure performance et une meilleure mutualisation des ressources. Donc on peut très bien imaginer qu'une autre collectivité qui aurait besoin d'une autre couche métier que celle qui sera mise en œuvre sur le territoire réutilise par exemple votre stack data et votre back et amène dans le pot commun justement cette couche métier qui sera différentielle. Oui. Tout le monde est heureux, c'est parfait. Oui, je confirme. Bien, écoutez, on a parlé pendant 30 minutes. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est d'échanger. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bonjour. Je voudrais savoir, d'abord, qu'est-ce que c'est le carbone bleu? Ensuite, je pose la question, est-ce que open source pourrait accéder dans les réseaux 5G? Pourquoi actuellement il y a des perturbations en utilisant la base open source? Il y a perturbations sur les objets connectés ou les outils, par exemple, dans les stations de bus. Quelquefois, ils tombent tout le temps en panne. Est-ce qu'à cause des data ou non? Alors, on va commencer par le carbone bleu, peut-être. Oui, on peut commencer par le carbone bleu. Donc, en fait, le carbone bleu, c'est la captation du carbone par l'océan. Voilà. En fait, on dit carbone bleu, carbone vert, carbone marron, carbone gris aussi. Alors, carbone bleu, c'est pour la captation du carbone par l'océan. Carbone vert par les arbres, etc. Mais aussi nos marais. Voilà, La Rochelle est là. Et tout autour, ce sont des marais. Voilà. Il y a le carbone marron. Ça, c'est captation par les zones agricoles, qui capte énormément aussi de CO2. Et il y a le carbone gris aussi, on ne sait pas, mais le béton. Et dans certains cas, peut capter aussi le carbone. Et donc, il y a un axe spécifique qui est fait de notre carbone bleu, parce qu'à La Rochelle, nous sommes un peu au bord de la mer. Alors, pour la deuxième question, moi, j'aurais besoin que vous reprécisiez. Vous indiquez effectivement que sur les arrêts, bus, il y a des problématiques de connectivité, c'est ça? On va donner la réponse à Citeos. C'est un joli cadeau. Parce qu'en plus, je signalais souvent aux conducteurs pour qu'ils puissent remonter sur la plateforme. Mais on parle à La Rochelle ou? Non, à Paris. Même à Rochelle, pareil, c'est généralisé. C'est pareil, c'est même. Alors, à Paris, l'exploitant des bus, c'est la RATP. Donc la RATP, elle dispose de son système d'information bus. Donc c'est ce qu'on appelle le SAEUV, le système d'aide à l'exploitation information voyageurs des bus, qui est pas opéré par Citeos malheureusement. Mais du coup, je saurais pas. Enfin, je peux pas apporter une grosse réponse. Moi, j'ai travaillé historiquement pour la RATP, mais dans un SAE métro. Donc je sais qu'il y a toute une infrastructure associée à la présence effectivement de capteurs dans les équipements embarqués qui traversent via le réseau qui est mis en place par la RATP. En l'occurrence, dans le métro, c'est un réseau qui est filaire et qui est sécurisé parce que on gère de la traction, donc on gère de l'énergie sur les rails. En l'occurrence, sur les bus, je pense que ça passe par de la 4G, voire un réseau peut-être radio privé de la RATP. Voilà, je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça, vrai.
sinon, je ne sais pas si je déborde un peu par rapport à votre question, mais ça, le but du jeu aussi, c'est de mélanger les technos. C'est-à-dire qu'on peut faire de la low-tech avec d'autres technologies beaucoup plus poussées. Mais le but du jeu, donc on revient à l'éco-conception, etc., c'est toujours quel est le besoin, en fait. C'est toujours se raccrocher à quel est le besoin. Est-ce qu'on a besoin de la 5G en temps réel avec un flux de données important si c'est pour remonter de la data ou, par exemple, dans le bus. Je vais prendre un exemple de la semaine dernière. Est-ce qu'on est obligé, sur tout ce qui est billettique, c'est-à-dire le relevé de l'ensemble des tickets, quel est le besoin? Est-ce qu'on a besoin d'un temps réel qui envoie systématiquement une information au centre, ou est-ce que lorsque le bus rentre, lorsqu'il est au dépôt, il peut faire, via un système plus low-tech, envoyer cette information-là pour notre suivi? Voilà. Est-ce que les constructeurs sont en capacité de différencier? Est-ce que c'est en temps réel ou est-ce que non? Nous, on dit non. Notre besoin n'est pas forcément du temps réel pour savoir le nombre de passagers qui rentrent. C'est peut-être pas forcément le cas. C'est peut-être pas forcément le temps réel qui nous convient. Mais en fin de journée, ça nous intéresse évidemment pour le suivi de nos bus. Ça nous intéresse. Voilà, c'est ça notre besoin. Est-ce que vous, fournisseurs, êtes en capacité de dire non, vous êtes tout le temps en temps réel? Non, nous, on veut une communication à la fin de journée. Voilà. Et le but du jeu, c'est toujours de travailler avec nos fournisseurs. Nous sommes donc collectivité, nous avons tout un écosystème qui est autour de nous, donc nos fournisseurs, nos prestataires. Et le but du jeu, c'est de mettre des critères, des clauses numériques responsables, open source, etc., et travailler en partenariat avec eux pour les faire évoluer. C'est pas d'essayer de les contraindre, on ne marche pas comme ça. On marche vraiment sur le partenariat. Voilà. On veut évoluer là-dedans. Fournisseurs, prestataires, aidez-nous à aller là-dedans et on va vous aider aussi. C'est vraiment ce but du jeu-là. Et actuellement, ils utilisent encore le 4G, c'est ça, les réseaux pour le capteur? Ça dépend pour quel capteur, ça dépend pour quelle chose. Ça dépend. Voilà. Tout dépend de sur quel besoin on parle. Parfois, il y a des éléments 4G, parfois... Oui. Merci. Donc je vais rebondir en fait sur le mot quel est le besoin. Bon, j'ai lu aussi Green IT, j'ai parcouru. Shift Project, première des mesures, c'est faire durer plus longtemps les équipements électriques et électroniques. Voilà. Donc j'ai une problématique, donc le besoin suivant. Moi, ce que je cherche à faire, c'est faire durer plus longtemps les vieux smartphones. Voilà. Donc les problématiques des vieux smartphones, c'est pas tellement matériel, en vrai, c'est plutôt logiciel. Du coup, alors, il existe, et là, le livre est plutôt bien représenté, puisqu'il y a, en tout cas pour Android, on va dire des distributions particulières. Je vais en citer quelques-unes. Lineage, voilà. Ça peut régler effectivement la question OS. Bon, après, c'est un peu compliqué pour le mettre en œuvre, mais on y travaille. Ma question, elle est peut-être plutôt pour Frédéric, parce que là, du coup, c'est sur la question de l'éco-conception du logiciel. C'est-à-dire que, OK, j'ai un OS, du coup, que potentiellement je peux mettre, donc, à voir si le modèle le permet. Mais une fois que j'ai l'OS, après, j'ai aussi besoin, on va dire, d'un parc logiciel qui va bien et des fois un peu spécialisé. Du coup, comment potentiellement je peux faire pour avoir peut-être, du coup, des machines qui fonctionneraient encore avec pas que l'OS, mais aussi un environnement qui fait que ça renforce les usages de ce vieux téléphone. Et notamment dans le cadre de situations, je dirais, de personnes en situation de précarité qui peuvent aussi avoir des besoins. Voilà, donc c'est ça, en fait, mon besoin. Et du coup, je ne sais pas, est-ce qu'autour de la table, c'est un besoin qui peut être partagé et surtout traité. Voilà. Je te sauve. Oui, moi je voudrais rebondir sur ce que vous venez de. Voilà, je voudrais rebondir sur ce que vous venez d'indiquer. Il existe aujourd'hui effectivement beaucoup de structures et à La Rochelle, je pense notamment aux ateliers du bocage, si je dis pas de bêtises, Jérôme. C'est plus vers Niort, mais. Ouais. Bon, effectivement, vous avez aujourd'hui, moi je vous invite véritablement à aller regarder le modèle de fonctionnement des ateliers du bocage, où on est effectivement sur ces problématiques de reconditionnement d'un certain nombre de PC, et derrière ça, et la mise à disposition de ces PC pour ces personnes en situation de précarité avec des OS ouverts, quels qu'ils soient.
Et je sais qu'ils ont attaqué a priori la même chose sur la téléphonie, où vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à trouver... alors il y a différents types de distribution, hein, de systèmes d'exploitation sur la téléphonie. Il y a ce qu'a voulu faire Gaël Duval et qui marche plutôt pas mal, et puis il y a des OS qui sont plutôt légers et qui marchent aussi très bien. Et le modèle des ateliers des bocages, moi c'est un modèle que j'aimerais bien voir reproduit, on va dire, à d'autres endroits en France, à La Rochelle, puisque c'est pas à La Rochelle. Oui, bonjour, merci pour ces interventions très intéressantes. Ça complète un peu la question précédente. Et j'avoue que j'aimerais bien profiter de votre présence pour des éclaircissements. Il me semble que le sujet du numérique responsable est fortement lié à la question de la souveraineté numérique. Elle est fortement liée à la question aussi donc du développement durable et de l'obsolescence programmée. Et à chaque fois, ça me surprend, là on a commencé un peu à l'aborder, mais dans tous ces sujets, vous avez rappelé les chiffres sur la question du matériel, et encore, c'est soft, hein, mais c'est une véritable gabegie, en fait, l'histoire du matériel. Je ne parle même pas du traitement des déchets. Et si on ajoute les objets connectés, l'intelligence des objets connectés, c'est un peu catastrophique. Et bizarrement, dans tout ce débat, on a le sentiment que la question justement de l'OS, petit logiciel qui est un petit peu utile quand même pour le numérique sur les postes de travail, est complètement zappé. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, dès qu'on commence à évoquer ce sujet-là, on a l'impression que rien ne peut bouger, qu'il n'y a pas grand-chose dans les propositions. Si on regarde les rapports même des députés, la tombe, etc., il n'y a pas grand-chose finalement. Alors, est-ce que c'est un tabou? Est-ce que moi, j'avais imaginé des projets et des prestations dans ce sens-là. On a l'impression que c'est complètement zappé. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle à ça, ou est-ce que c'est lié à d'autres phénomènes? Alors, c'est compliqué de refaire l'historique, notamment l'historique des actions de la FUL autour de Raketiciel, ça a quelques années, avec notre ami Laurent Seguin. Mais vous l'avez dit, finalement, le système d'exploitation, c'est un petit composant de l'ordinateur. C'est un composant aujourd'hui qui est envahi à la fois par les OS de Mac et les OS de Microsoft et le changement de modèle économique, hein, quelque part, de Microsoft autour de la donnée, où vous avez maintenant des mises à jour Windows 10, Windows 11 qui sont gratuites, c'est le cas de le dire. Et on voit, il faut reconnaître que le libre et l'open source, aujourd'hui, pour moi, c'est un des échecs, n'a pas réussi à percer sur le marché des OS. Bureautiques. Les particuliers comme moi et bien d'autres utilisent ces distributions-là, mais en entreprise, on reste quand même à la marge. Un des gros exemples, ça restera quand même la migration de la gendarmerie et je crois que c'est 70 000 ou 80 000 postes sous une version customisée d'Ubuntu à partir du Ubuntu 12.4. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'OS libre, quel qu'il soit, il n'a pas percé. Il n'a pas percé dans les collectivités, à quelques rares exceptions près. Il n'a pas percé dans les entreprises. Ça reste aussi... Alors moi, j'ai eu la chance d'assister à une migration de postes de travail Windows vers des postes de travail Ubuntu dans une entreprise de 250 personnes. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Pour être très transparent avec vous et pour bien des raisons. Donc oui, c'est sans doute un des secteurs aujourd'hui où il reste à convaincre et il reste à expliciter tous les avantages que pourrait avoir justement ce type de migration en tenant compte, bien entendu, des environnements de métier qui existent dans les entreprises. Et ça, croyez-moi, ça complexifie fortement la tâche. J'avais oublié ce point, effectivement, c'est lié aussi à la sécurité numérique. Et petite anecdote, je suis allé récemment, je fais un petit passage à l'hôpital et sur les postes de travail, il y avait un ordinateur qui fonctionnait sur Windows XP. Et ça m'a paru aussi étrange de retrouver du vieux matériel avec des vieux logiciels, alors qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une collectivité qui soit attaquée.
Oui, et puis malheureusement, il y a quelques exemples, je pense notamment à quelques villes allemandes, de take-over sur des passages post-Windows, post-libre, où au bout d'un moment, les DSI ont craqué en expliquant que l'appropriation des systèmes ne s'était pas faite correctement, les coûts de formation et les coûts de conduite du changement étaient beaucoup trop énormes pour pouvoir justement continuer dans la démarche. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, alors il y a les quelques exemples de Munich, je crois notamment, où effectivement il y a des collectivités qui en reviennent. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour. Vous avez gardé le micro. Oui. Parmi vous, est-ce que vous utilisez actuellement le microservice, par exemple le serverless et le Kubernetes, pour connecter avec open source, pour la rapidité et l'automatisation sans passer par l'interface? C'est le texte, ça. Est-ce que, en fait, grosso modo, est-ce qu'on utilise des services qui nous permettent de nous connecter sur les machines sans avoir d'interface tous les jours? En fait, c'est à partir du moment où vous avez un serveur, le serveur, vous ne l'avez pas forcément à côté, donc vous n'avez pas forcément accès à une interface. Donc à ce moment-là, on se connecte avec notamment de l'open source avec du SSH, ce qu'on appelle du SSH, qui sont des connexions sécurisées qui nous permettent de faire uniquement de la ligne de commande. Et donc dans ce sens-là, on ne transporte pas énormément de données, on transporte juste des flux d'informations qui sont assez légères, quoi. Et c'est l'open source. Google ingénierie sans passer par le serveur, par le serveur Google ingénierie. Alors non, personnellement, je l'ai pas utilisé. Maintenant, si vous parlez de techniques qui permettent de récupérer l'information sur les terminaux et d'avoir les informations en local sans faire en permanence des allers-retours, oui, ça, Google, je sais qu'ils le font. Voilà. En résumé, vous avez utilisé les Kubernetes et les serverless, les microservices. Oui. Y a-t-il d'autres questions ou est-ce qu'on termine cette table ronde? Bon, et puis surtout, si vous voulez vous installer en Nouvelle-Aquitaine, n'hésitez pas. On fait du numérique responsable, on mange bien et on boit bien. Bonne journée à tous.